Je m'appelle Hélène Dieppe, je suis la dirigeante du groupe Prium. Le groupe Prium accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité et une de nos principales activités est le portage salarial. Et nous accompagnons également les formateurs indépendants dans le cadre de leur développement d'activité, également les sociétés, via le portage salarial. Et nous avons créé Prium Formation, qui est un organisme de formation dédié aux salariés portés. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de différents sujets. Alors, la présentation est téléchargeable. Je l'ai mis en téléchargeable, donc n'hésitez pas à la télécharger. Vous aurez aussi nos contacts aussi dans la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ophélia et moi ferons le nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Et puis, si vous souhaitez continuer les échanges et discuter avec moi, vous pouvez me mettre en relation sur LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn, donc c'est Hélène Dieppe, D-I-E-P. Très bien. Donc, commençons cette présentation. Alors, ce matin, je vais vous parler de différents sujets. Tout d'abord, j'ai vu dans le sondage que plusieurs personnes souhaitent devenir formateurs indépendants. Donc, je vais vous faire un petit zoom rapide sur quelles sont les grandes étapes pour devenir indépendant. Lorsque vous souhaitez devenir un formateur indépendant, vous devez choisir un statut. Donc, on va faire un petit zoom sur les différents statuts. L'auto-entreprise, qui est la micro-entreprise, la société unipersonnelle ou le portage salarial. Quelles sont les obligations du formateur indépendant? Et je vais aussi faire un zoom sur les différents dispositifs de financement qui existent pour vos clients. Et enfin, nous parlerons du portage salarial pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette activité. Alors, quelles sont les étapes pour devenir formateur indépendant? Tout d'abord, sans passer par le portage salarial, on en parlera après, vous devez créer une structure. Donc, soit vous exercez en tant qu'entreprise individuelle et la micro-entreprise ou l'ancien nom, l'auto-entreprise, est un sous-régime de l'entreprise individuelle, soit vous créez votre propre société où il y aura des démarches d'enregistrement. Donc, on fera un zoom tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous devez réaliser votre déclaration initiale d'activité de formation à la directe pour obtenir votre numéro. Donc, pour ce faire, la première chose, avant de faire cette déclaration initiale, vous devez signer d'abord une première convention de formation avec un client. Et au bout des 3 mois, vous devez faire la demande, la déclaration initiale d'activité. Pour faire une déclaration, vous devez envoyer certains documents à la directe, donc le CERFA 10782-04. Vous devez envoyer donc la copie de votre première convention de formation que vous avez signée avec votre client, le programme de formation, la liste du ou des formateurs, donc si c'est vous, donc votre nom, votre CV, un extrait CABIS ou un enregistrement d'inscription à l'INSEE si vous êtes en entreprise individuelle. Vous devez également fournir un extrait de casier judiciaire, le bulletin numéro 3, et la copie de vos statuts. Voilà. Donc, avec tous ces éléments, vous pouvez faire vous faites une déclaration initiale d'activité de formation auprès de la directe et il vous délivre sous un délai de 30 jours, en fait, votre numéro. Donc, il y avait une question tout à l'heure qui disait quelle différence entre le numéro d'activité et le numéro de formateur? En fait, c'est la même chose. Donc, c'est la déclaration initiale et ensuite, la directe va vous fournir votre numéro d'activité. Ensuite, si vous souhaitez faire des formations et que vos clients puissent obtenir des subventions, vous devez être datadocké. Donc, le Datadoc existe depuis 2017. L'idée, c'est de vérifier. En fait, c'est une base de données où toutes les OPCA, et maintenant ça s'appelle les OPCO, mais tous les OPCA pouvaient en fait accéder à tous les organismes de formation. Et ces organismes de formation devaient répondre à certains critères de qualité. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et puis, si vous souhaitez ensuite pouvoir facturer vos clients sans TVA,
vous devez obtenir une attestation d'exonération de la TVA auprès de la directe. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes étapes pour pouvoir exercer votre activité en tant que formateur. Donc la copie des statuts, en fait, quand vous créez une société, vous allez avoir des statuts. Donc si c'est une société, donc vous créez une SASU ou une ERL, vous devez rédiger des statuts qui est en fait un contrat de la société. Mais je ferai un zoom tout à l'heure. Alors, quel statut choisir pour devenir formateur indépendant? Vous pouvez choisir l'entreprise individuelle ou l'auto-entrepreneur, et le nouveau nom est la micro-entreprise. Vous pouvez choisir de créer une société unipersonnelle si vous êtes tout seul. Donc, ça va être soit une SASU, qui est la société unipersonnelle d'une SAS, soit une EIRL, qui est la société unipersonnelle d'une SARL. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez bien entendu créer une société à plusieurs. Donc là, vous serez sur une SAS ou une SARL. Et vous pouvez opter pour le portage salarial. Donc, nous allons faire un zoom sur ces 3 statuts. Alors, l'entreprise individuelle, vous êtes une seule et une même personne. Donc, vous et l'entreprise individuelle, vous êtes confondus. Donc là, dans ce cadre-là, vous n'allez pas créer une personne morale, vous n'allez pas créer une société. Donc, la constitution et le fonctionnement sont extrêmement simples. Cependant, ce qu'il faut faire attention, comme vous êtes vous-même l'entreprise individuelle et vous exercez en votre nom propre, votre responsabilité est illimitée, c'est-à-dire que vos patrimoines personnels et professionnels sont juridiquement confondus. Donc, vous êtes responsable des dettes de votre entreprise individuelle sur l'ensemble de vos biens, y compris pour les biens qui sont acquis avec votre conjoint. Donc, c'est un statut qui est très simple à mettre en œuvre, mais par contre, c'est très, c'est non sécurisant. Et comme il y a votre patrimoine personnel et professionnel sont confondus. Par contre, votre logement principal est insaisissable. Et vous pouvez opter pour l'EIRL, qui n'est pas à confondre avec l'EURL, qui est un nouveau régime qui a été mis en place par l'État pour vraiment protéger vos biens personnels. Et donc l'idée, en fait, c'est d'affecter une partie de votre patrimoine sur votre activité. Voilà. Donc les autres créanciers ne peuvent pas vous poursuivre sur votre patrimoine personnel, mais voilà, donc c'est un régime que vous pouvez choisir quand vous créez une entreprise individuelle, ce qui est intéressant. Vous pouvez choisir d'opter pour la création d'une micro-entreprise. Donc la micro-entreprise, dont l'ancien nom est l'auto-entrepreneur, est un régime spécifique de l'entreprise individuelle. Donc en fait, en micro-entreprise, vous êtes une entreprise individuelle. Sauf que vous allez bénéficier d'une comptabilité simplifiée, de déclaration simplifiée. Donc le seuil du chiffre d'affaires, il est à 72 600 € pour bénéficier de ce micro-régime. D'accord? Et donc, les avantages sont nombreux. Déjà, vous allez avoir 23% de cotisation sociale au lieu de 45%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise individuelle, si vous n'optez pas pour la micro-entreprise, vous allez payer 45% de cotisation sociale. Avec la micro-entreprise, vous allez payer uniquement 23% de cotisation sociale. Vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc, si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier d'exonération de cotisation sociale. Et donc, ça passe de 23% à 11% environ. Donc, si la création était avant 2020, en fait, l'ACRE était exonéré sur 3 ans. Et depuis 2020, c'est uniquement sur 1 an. Et donc, vous bénéficiez d'une exonération de 50%. Donc les conditions ne sont pas automatiques, voilà. Donc il faut faire la demande. Auparavant, il n'y avait pas de demande spécifique à faire. Aujourd'hui, il faut vraiment faire une demande en disant voilà, je suis demandeur d'emploi et je crée ma micro-entreprise ou mon entreprise individuelle et je souhaite bénéficier de l'ACRE. Avec la micro-entreprise, vous ne facturez pas la TVA jusqu'à 34 400 € de chiffre d'affaires. Au-delà de 34 400 €, vous allez devoir facturer la TVA, sauf si vous demandez dès le départ l'exonération de TVA auprès de la directe.
Et alors un dernier point qui est très 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 important, en tant que formateur indépendant, vous pouvez avoir des frais professionnels comme par exemple des frais de déplacement, des frais kilométriques, des frais d'hébergement, des frais d'achat de matériel, des invitations déjeuner à des clients, même si bon voilà, aujourd'hui c'est pas d'actualité mais ça le sera prochainement. Ce qu'il faut savoir c'est que en micro-entreprise ou en auto-entreprise, vous ne pouvez pas voilà, déduire les frais en charge. Pourquoi? Parce que 34% de votre chiffre d'affaires, vous avez un abattement de 34% de votre chiffre d'affaires pour l'IR. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, vous fassiez, je sais pas moi, 70 000 euros de chiffre d'affaires. Au lieu de payer l'IR sur les 70 000 euros, vous avez un abattement de 34%. Et ces 34%, en fait, représentent les frais professionnels. Donc, du coup, vous ne pouvez pas, en plus, déduire d'autres frais professionnels. Donc, vous ne pouvez pas passer en charge vos frais professionnels. Ça, c'est un aspect qui peut être assez contraignant pour les personnes qui ont beaucoup de frais dans le cadre de leur activité. Voilà. Mais maintenant, la micro-entreprise est très simple à mettre en œuvre. Ça se fait sur le site des URSSAF. C'est une déclaration voilà, en ligne. Ça ne coûte rien, donc c'est assez simple. Et vous bénéficiez voilà, d'exonération et puis d'une comptabilité également très simplifiée. Alors, les inconvénients de la micro-entreprise, vous cotisez à la sécurité sociale des indépendants, qui est l'ex-RSI. Si vous déplacez le plafond des 72 600 euros hors taxe, au lieu de payer 23% de cotisation sociale, vous basculez à 45% et vous perdez en fait le bénéfice de ce micro-régime, de ce régime. Vous facturez la TVA à partir de 34 400 euros, sauf si vous avez demandé l'exonération de TVA dès le départ. Le patrimoine personnel et professionnel sont confondus, sauf si vous optez pour le IRL. Et puis, bon, voilà, vous avez des assurances à prendre pour exercer votre activité. Vous n'avez pas de cotisation chômage. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une auto-entreprise, une micro-entreprise, une entreprise individuelle, une SASU, une EURL, etc., vous êtes dirigeant, enfin voilà, vous êtes considéré comme dirigeant, vous n'avez pas de lien de subordination, donc dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas cotiser au Pôle emploi et vous ne bénéficiez pas de la retraite des salariés. Voilà, donc et puis vous ne pouvez pas faire beaucoup d'investissements à cause de l'abattement forfaitaire pour l'IR. Oui, alors au-delà de 34 400 euros, vous pouvez ne pas facturer la TVA si vous avez fait la demande d'exonération préalablement. Donc, si vous créez une société, vous allez créer une personne morale qui est juridiquement distincte de vous, de votre personne. Voilà. Donc, vous allez créer, et dans ce cadre-là, il y aura un contrat qui va fixer les règles et le fonctionnement de la société. Donc là, ce sont les statuts. Vous allez obligatoirement apporter un minimum d'argent ou de biens, donc ça c'est le capital social. Aujourd'hui c'est 1 euro, mais voilà, je ne conseille pas pour les entrepreneurs de créer une société avec 1 euro de capital social, puisque si vous avez besoin d'être accompagné par une banque, faire voilà, des prêts bancaires, etc., c'est toujours bien d'avoir un minimum de capital social. La société va disposer de son propre patrimoine, c'est-à-dire que vos biens vont être à l'abri, vos biens personnels. Donc vraiment, c'est une personne morale qui est à part et qui aura ses propres biens. Vous devez respecter un certain nombre de formalismes, faire des assemblées générales, valider vos comptes en fin d'année, vous devez domicilier votre entreprise, donc la société doit avoir un siège social, et vous, en tant que dirigeant, vous allez agir au nom et pour le compte de la société. Et donc, le statut du dirigeant va dépendre en fait du statut de la société. Donc, soit vous optez pour la création d'une SAS ou d'une SASU. La SASU, c'est la SAS unipersonnelle. Donc, ça veut dire que si vous êtes seul, vous allez créer une SASU. Si vous êtes plusieurs, vous allez créer plusieurs associés, vous allez créer une SAS. Donc, le dirigeant de la SASU, il est président. Et les présidents, en fait, sont assimilés salariés. Donc, c'est comme moi, typiquement. Je suis présidente de mes SAS. Je suis assimilée salariée. Donc, j'ai un bulletin de salaire tous les mois.
je paye l'impôt sur le revenu sur la base de mes bulletins de salaire, je cotise à tout, je cotise à la retraite des cadres, j'ai une prévoyance, j'ai une mutuelle d'entreprise, mais par contre, je ne cotise pas au Pôle emploi. Voilà, c'est vraiment la différence, c'est que je ne peux pas cotiser au Pôle emploi parce qu'il n'y a pas de lien de subordination avec moi et parce qu'il n'y a personne au-dessus. Si vous créez une SARL ou une EURL, donc EURL c'est lorsque vous êtes associé unique, vous êtes gérant et vous êtes travailleur non salarié, donc TNS. Dans ce cadre-là, vous allez être cotiser au SSI. Quand vous êtes président et assimilé salarié, vous allez cotiser à l'URSSAF, comme tout salarié classique. Lorsque vous êtes gérant, vous allez cotiser au SSI, donc c'est la Sécurité sociale des indépendants. Sauf pour le gérant qui est minoritaire, donc c'est-à-dire que si vous êtes plusieurs associés et que vous êtes gérant mais minoritaire, vous pouvez être assimilé salarié. Voilà, c'est le seul cas possible, sinon vous êtes travailleur non salarié. Je vais en parler tout à l'heure de la responsabilité civile professionnelle. Ce que je vous propose, c'est que je vais descendre vos questions à la fin de toutes vos questions. Oui, donc la SAS, on peut ne pas se verser de salaire au niveau de la création. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'avais obtenu une rupture conventionnelle, donc je me suis inscrite au Pôle emploi. J'ai fait une demande de maintien de salaire, donc j'ai pu bénéficier du Pôle emploi pendant 24 mois. Et lorsque j'ai créé ma SAS, j'ai opté pour, je me suis pas versé de salaire, donc il faut faire une assemblée générale qui dit que vous ne versez pas de salaire et tous les mois vous allez déclarer au Pôle emploi que vous ne vous êtes pas versé de salaire et le Pôle emploi fait le maintien en fait de vos allocations chômage. Voilà. Donc, quelles sont les obligations pour le formateur indépendant? Donc, si vous créez votre structure, que ce soit une entreprise individuelle, une auto-entreprise ou une société, vous devez chaque année établir un bilan pédagogique et financier, au risque de perdre votre numéro d'activité. Lorsque vous faites des formations, au bout de 3 mois, en fait, du début de votre activité, vous devez établir un règlement intérieur que vous devez transmettre à tous vos stagiaires. D'accord ? Tous les documents que vous allez émettre doivent comporter votre numéro d'activité. Donc, que ce soit pour les devis, les factures, les conventions de formation, les contrats de formation professionnelle, enfin voilà, tous les documents doivent comporter votre numéro d'activité, c'est très important. Lorsque vous avez des clients qui sont des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés, vous devez signer une convention de formation professionnelle. Et la convention de formation professionnelle est réglementée et donc il y a différents éléments à mettre dans cette convention. La raison sociale de l'organisme de formation, donc vous êtes organisme de formation et votre acheteur, donc votre client. Les informations de votre organisme de formation telles que le numéro de déclaration d'activité, la nature de l'action, est-ce que c'est une action de formation, est-ce que c'est un bilan de compétences, est-ce que c'est une validation des acquis, est-ce que c'est une formation par l'apprentissage, l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation. Vous devez indiquer aussi dans la convention de formation quels sont les moyens qui sont prévus, la durée. Alors, attendez, hop, quels sont les moyens qui sont prévus, la durée et la période de réalisation de la formation, les modalités, le suivi et les sanctions de formation. Donc là, c'est par exemple, comment est-ce que vous allez suivre la formation, comment est-ce que vous allez valider que vos stagiaires ont bien acquis les compétences, comment est-ce que vous allez faire des contrôles à la fin, par exemple. Et le prix de l'action de formation ainsi que les modalités de règlement. Voilà. Donc la convention de formation que vous allez signer avec vos clients doit comporter tous ces éléments. Par rapport aux stagiaires, vous avez certaines obligations. Donc vous devez mettre à disposition du stagiaire au début de l'action les informations suivantes. Donc les stagiaires, ce sont celles et ceux qui vont suivre vos formations. Donc les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs, le titre, vos qualités, le planning et les horaires,
de session de formation, les modalités d'évaluation et les sanctions, les coordonnées d'une personne, voilà, pour vous contacter en amont si le stagiaire a besoin de poser des questions, et puis le règlement intérieur. Voilà, donc avant chaque formation, vous devez transmettre tous ces éléments et pas le prix, parce que il se peut que le stagiaire en fait ait été voilà, soit des salariés d'une entreprise et que vous avez signé une convention de formation avec l'entreprise, donc vous n'allez pas transmettre le coût de la formation au stagiaire, et c'est plutôt à l'entreprise qui est votre client. Mais tout le reste, vous devez fournir avant la formation. Alors, il y a eu des questions sur le Datadoc. Donc, vous devez donner tous ces documents à vos stagiaires, donc les personnes qui vont suivre vos formations. Alors, j'ai vu dans vos documents, en fait, enfin dans vos questions, des questions sur le Datadoc. Alors, le Datadoc existe depuis 2017. L'objectif, c'est de vérifier que les organismes de formation répondent aux critères qualité. Et c'était également pour permettre aux OPCA de pouvoir faire des contrôles en fait des organismes de formation et de pouvoir partager en fait les contrôles avec les autres OPCA. Donc c'était aussi ça, c'était en fait c'est un référentiel centralisé pour permettre un meilleur suivi des organismes de formation, vérifier qu'elles respectent bien les critères qualité, et en cas de contrôle, parce que c'est vrai que la formation, il y a eu énormément d'abus dans le passé et que l'État a voulu réglementer en fait cette activité, c'était aussi de permettre aux OPCA de pouvoir communiquer entre elles et voilà dire que tel organisme de formation ne respecte pas telle et telle règle, etc., etc. Donc, si vous souhaitez en fait que vos clients puissent bénéficier de subventions, il faut être datadocké. La certification Calliope est obligatoire dès 2022 et va remplacer en fait le Datadoc dès 2022. Voilà. Donc, pour être datadocké, vous devez répondre à 6 critères de qualité et chaque critère a des indicateurs et en tout, ça fait 21 indicateurs. Donc, le premier critère, c'est l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé. Donc, dans ce critère-là, vous allez avoir des indicateurs et vous devez, au moment où vous allez vous enregistrer au Datadoc, donner des documents et expliquer en quoi est-ce que vous respectez ce critère de qualité. Donc, comment est-ce que vous donnez les objectifs, comment est-ce que vous assurez voilà, l'adaptation de votre public formé, etc., etc. Donc, vous avez le deuxième critère qui est l'adaptation des dispositifs d'accueil, le suivi pédagogique et l'évaluation publique. Donc là, vous allez par exemple donner un exemple sur un questionnaire d'évaluation, par exemple. Donc, vous allez répondre à vos questions et puis donner des exemples. Le troisième critère est l'adéquation des moyens pédagogiques techniques et l'encadrement de l'offre de la formation. Quatrième critère, la qualification professionnelle de la formation continue du personnel en charge des formations. Dans ce cadre-là, typiquement, vous allez expliquer en fait en quoi est-ce que vos formateurs ou vous êtes dans une démarche d'amélioration continue. Comment est-ce que vous vous auto-formez voilà, pour vous améliorer, pour acquérir de nouvelles compétences, etc. Critère numéro 5, les conditions d'information au public de l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus. Il y a une obligation de publicité. En fait, chaque organisme de formation doit, si elle a un site web ou un catalogue, doit fournir en fait en amont le coût de ses formations. Et le critère numéro 6 est la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. Donc, en fait, à la fin de chaque formation, vous devez demander à vos stagiaires un retour qualité sur vos formations et comment est-ce que vous utilisez en fait ce retour pour améliorer vos formations dans le futur. Donc, c'est vraiment dans une démarche qualité, une démarche d'amélioration continue et c'est déclaratif. Par contre, la certification Calliope, ça sera obligatoire en 2022. En fait, au départ, c'était obligatoire en 2021, mais avec la crise sanitaire, l'État a repoussé en fait cette obligation en 2022. Et la certification Calliope, vous allez être audité par un organisme certificateur, donc qui peut être l'AFNOR, qui peut être SOGEDEV ou d'autres certificateurs, et qui vont
contrôler factuellement, en fait, si vos process et vos documents respectent bien voilà, les critères qualité. Exactement. Pour Calliope, il faut justifier et prouver les critères et vous allez du coup être accompagné par un organisme certificateur. Pour la partie, Datadoc, c'est vraiment que déclaratif. Donc, n'est toujours pas considéré comme sérieux, Daniel, ce que vous dites. Oui, enfin, il y a des sociétés, voilà, qui récupèrent des documents, qui vont faire la déclaration Datadoc. Tant que si vous faites la déclaration Datadoc et que c'est refusé parce que vous répondez pas à certains critères, vous pouvez remodifier vos documents. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pousser les organismes de formation à être dans une démarche de qualité. Maintenant, pour que ça soit mieux contrôlé, mieux vérifié, etc., c'est la certification Calliope, c'est sûr. Voilà. Donc, quelles sont les obligations pour le formateur indépendant? Vous avez des assurances qui sont obligatoires. Donc, j'avais vu une question tout à l'heure. Donc, vous avez l'assurance responsabilité civile professionnelle. En fait, la RC Pro est indispensable à toute entreprise et l'idée est de réparer tout dommage causé à autrui. Voilà. C'est une assurance qui n'est pas tout le temps demandée par vos clients, mais elle peut être demandée et donc vous devez la fournir. Vous pouvez, alors en assurance obligatoire, il y a l'assurance multirisque professionnelle. Si vous êtes locataire d'un local, vous avez un siège social, vous avez un local, donc il faut avoir une assurance multirisque. Et puis l'assurance des personnes, c'est la mutuelle, elle est obligatoire, par exemple pour tous les salariés depuis 2019. Donc, si vous êtes salarié président d'une SASU, vous devez mettre en place une mutuelle pour vous. Vous avez des assurances qui sont optionnelles. Donc là, je vous donne un peu toutes les assurances qui existent. Alors, la perte d'exploitation, c'est l'assurance prend en charge la perte de la marge brute et des charges fixes de l'entreprise suite à l'arrêt de l'activité dû à un sinistre, donc typiquement le Covid. L'assurance des personnes, elle n'est pas obligatoire, c'est la prévoyance, la retraite complémentaire. Alors, pour la prévoyance, moi, je vous conseille fortement de souscrire à une prévoyance. C'est une assurance de décès et invalidité. Pourquoi? Parce que il y a les aléas de la vie, il peut vous arriver un accident dans la vie, et vraiment la prévoyance va vous permettre de continuer à bénéficier d'indemnités. C'est vraiment important. L'assurance chômage, alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous créez votre structure, vous êtes en entreprise individuelle ou en micro, vous ne pouvez pas bénéficier de l'assurance chômage. Vous ne cotisez pas au Pôle emploi, en fait. Par contre, la loi pour choisir son avenir professionnel permet en fait à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, de prétendre à des allocations de 800 € par mois pendant 6 mois, uniquement si et seulement si vous avez liquidé votre structure ou clôturé votre micro-entreprise et si le chiffre d'affaires dépasse 10 000 €. Voilà. Donc, la liquidation d'une société, c'est extrêmement coûteux, c'est long, c'est non sécurisant aussi pour le dirigeant. Donc, c'est une démarche qui est contraignante. Mais sachez que l'État a mis en place ce dispositif pour permettre à des indépendants de pouvoir bénéficier du Pôle emploi, mais uniquement pendant 6 mois, avec un montant maximum de 800 € par mois. Si vous répondez à ce critère-là et que votre chiffre d'affaires a dépassé 10 000 €. Ensuite, d'autres obligations, vous devez avoir des documents comptables, donc le journal des dettes, le registre des achats pour la micro-entreprise et pour la société, le livre journal, le grand livre, le livre d'inventaire, le registre des immobilisations, etc. Donc, vous pouvez très bien tenir votre comptabilité tout seul. Je vous conseille quand même de faire passer par un expert comptable.
Pourquoi? Parce que ça vous décharge quand même d'une partie de toute cette partie administrative. Et puis votre rôle, c'est quand même de construire vos formations, de prospecter, de réaliser les formations. Donc voilà, c'est assez, enfin, ça prend déjà énormément de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la tenue d'une comptabilité simple, d'une entreprise individuelle, une SASU, une EIRL, entre 150 et 200 € par mois. Et ensuite, si vous souhaitez que le cabinet d'expertise comptable vous émette des fiches de paie, c'est le barème, c'est entre 16 et 20 € par fiche de paie. Voilà. Et ensuite, l'expertise comptable peut également vous accompagner en rédigeant des documents juridiques, les PV d'assemblée générale, si vous déménagez, changement de siège social, etc. Ils ont vraiment toute la latitude, enfin ils ont mandat, en fait, ils peuvent avoir mandat pour rédiger tous ces documents juridiques. Et puis ensuite, vous avez les coûts de fonctionnement, dépôt des actes au tribunal de commerce, etc. Si, par exemple, vous déménagez, vous ouvrez votre capital social, etc. Alors, faisons un petit zoom rapide sur les financements de vos clients. Donc, il existe plusieurs types de financement pour vos clients. Alors, vous avez... alors, je vais vous envoyer un petit lien sur le chat de notre site web où je rentre un peu plus en détail, en fait. Donc, si vous souhaitez voir un peu tous les financements qui existent, voilà, n'hésitez pas à consulter le site internet. Alors déjà, on en entend beaucoup parler, il y a le compte personnel de formation. En fait, c'est le CPF remplace le DIF qui était utilisé auparavant. Le CPF est accessible à tous les salariés et aux retraités. Et en fait, chaque salarié va acquérir 500 € par an de CPF et avec un plafond de 5 000 €. Donc, ça veut dire que si en tant que salarié, votre client atteint 5 000 €, il ne pourra pas avoir encore 500 € par an avec le nombre d'heures de jours travaillés. Les formations éligibles, ce sont les validations, les VAE, les bilans de compétences ou toutes les formations qui rentrent dans le cadre d'une création, d'une reprise d'entreprise. Donc, ces formations sont éligibles, ou ces accompagnements, ces actions sont éligibles au CPF. Les formations qui aboutissent à une certification inscrite dans le RNCP, les formations qui aboutissent à une validation d'un bloc de compétences d'une partie de certification inscrite au RNCP, donc ça peut être soit la certification en entier ou un bloc de compétences de la certification. Des formations qui aboutissent à une certification et habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique des domaines professionnels complémentaires aux certifications professionnelles. Donc là, il faut voir aussi en fonction des salariés dans quel secteur ils sont et voir également, par exemple, avec la convention collective du salarié et l'OPCO rattaché aux salariés, quelles sont les compétences professionnelles complémentaires. Le permis B, les poids lourds. Donc voilà, toutes ces 5 actions de compétences sont éligibles en fait au CPF. Donc si vous faites des formations dans le cadre de ces actions, vos clients peuvent peuvent utiliser leur CPF pour subventionner en fait la formation. Vous avez le FAF, donc c'est le Fonds d'assurance formation. Donc le FAF, c'est dédié en fait aux gérants, aux auto-entrepreneurs, aux entrepreneurs individuels. En fait, si vous créez votre organisme, enfin vous êtes formateur indépendant et que vous avez votre propre structure, vous allez cotiser au FAF. Donc il y a différents types. Donc dans le lien que je vous ai envoyé, il y a différents types de FAF. Il y a le FIFPL pour les formations libérales, le FAFPM pour les professions libérales médicales, la GFIS pour les commerçants dirigeants non salariés du commerce, de l'industrie et des services, l'AFDAS pour les artistes auteurs, etc., etc. Voilà. Et donc, dans le même cadre que le CPF, en fait, les indépendants cotisent 500 €, enfin bénéficient de 500 € de budget par an. Donc, il faut que l'indépendant se rapproche de son fonds d'assurance de formation pour voir quel est le budget qu'il a et puis voilà ce qu'il peut faire comme formation.
Vous avez également le plan de développement de compétences, qui est le nouveau nom du plan de formation. Donc, le plan de développement de compétences, en fait, c'est pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Et donc là, la prise en charge se fait auprès de l'OPCO, sur des fonds mutualisés. Si l'entreprise a plus de 50 salariés, elle ne peut pas bénéficier de prise en charge auprès de l'OPCO. Elle paye en fait une taxe, enfin du coup c'est une taxe de 1% de la masse salariale. Et donc si elle souhaite accompagner ses salariés pour qu'elles bénéficient de formation, elle doit faire un versement volontaire. Voilà. Donc si vos clients ont moins de 50 salariés, ils payent 1%, ils peuvent bénéficier du fonds mutualisé de leur OPCO. S'ils ont plus de 50 salariés, ils doivent réaliser un versement volontaire, complémentaire, pour faire bénéficier en fait des formations à leurs salariés, à leurs employés. Donc, quelles sont les formations éligibles? Donc, l'acquisition de compétences, utilisable dans le cadre des fonctions du salarié, ou indispensable dans le cadre d'une évolution. Donc, ça peut être, par exemple, les langues, l'informatique, la gestion de projet, etc. Le développement de compétences qui permet aux salariés d'évoluer dans sa carrière. Et ensuite, sur le site que je vous ai envoyé, il y a d'autres dispositifs, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a le congé de transition professionnelle, la reconversion, promotion par l'alternance pro-A, les aides pour les demandeurs d'emploi. Donc là, il y a typiquement plusieurs aides pour le demandeur d'emploi. Et également sur cette page-là, je vous ai fait un petit schéma qui est les circuits de financement de la formation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2022, les entreprises vont payer la contribution unique à l'URSSAF. C'était prévu pour 2021, ça a été repoussé pour 2022. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, les entreprises cotisent au niveau de leur OPCO. Par exemple, typiquement, nous c'est ce que nous faisons. On paye auprès de notre OPCO, en fait, les fonds pour la formation professionnelle. Oui, Claire, elle a tout à fait raison. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre pour voir vos points DIF et pour le mettre sur votre compte CPF. Sinon, vous aurez perdu tous vos points DIF. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, est-ce qu'il doit faire des formations avant la fin de l'année? Non, c'est pas du tout le cas. Si vous ne devez pas faire les formations avant la fin de l'année au risque de tout perdre. Non. Vous avez du DIF. Si ça n'a pas été reporté en fait sur votre compte CPF, faites-le. Pour pouvoir le faire, vous pouvez aussi demander à vos anciens employeurs de vous donner votre attestation DIF, et puis ensuite vous pouvez le déclarer sur votre compte CPF, et ça a été repoussé en juin 2021. Exactement. Alors là, je vais vous faire un petit zoom sur le portage salarial. Puisque c'est notre activité, et puis pour que vous puissiez aussi découvrir un peu ce mode d'emploi pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que le portage salarial, c'est intéressant pour les personnes qui veulent devenir formateurs très rapidement avant de créer leur société. C'est pas antinomique. Ça ne veut pas dire que si vous exercez en tant que formateur indépendant en portage salarial, vous ne pouvez pas créer votre organisme de formation par la suite. D'accord ? Donc, alors, qu'est-ce que le portage salarial? C'est un mode d'organisation qui permet aux formateurs indépendants de pouvoir exercer son métier sans avoir à créer de société. Donc, je répète, en portage salarial, vous n'avez pas besoin de créer une micro-entreprise, vous n'avez pas besoin de créer une entreprise individuelle, de créer une SASU, de créer une URL, vous n'avez pas besoin de créer une entreprise, d'accord? Que ce soit une entreprise individuelle ou une société. Voilà. Avec le portage salarial, vous bénéficiez du statut de salarié. Donc, c'est une relation tripartite. D'abord, vous, en tant que formateur, vous allez avoir des clients. Donc, vous souhaitez faire des formations pour des particuliers ou pour des entreprises. Donc, vous négociez avec votre client le tarif, donc le prix à la journée, le prix à l'heure ou le prix forfaitaire, etc. Vous choisissez une société de portage salarial. Il faut que la société de portage salarial ait le statut d'organisme de formation. Donc, du coup, il faudrait que la société de portage salarial ait le numéro d'activité de formation, soit datadocké,
soit certifié Calliope et au moins ait entamé la démarche pour être certifié en 2022 Calliope. Donc, la relation tripartite se passe de la façon suivante. Vous prospectez vos clients, vous signez une convention de portage salarial et un contrat de travail avec la société de portage qui est organisme de formation. Et c'est la société de portage salarial qui se charge de signer avec votre client la convention de formation professionnelle ou le contrat de formation s'il s'agit d'un particulier. Et donc, votre client peut bénéficier de subventions puisque elle travaille en frontal avec une société de portage salarial qui est organisme de formation. Voilà. Donc, et vous devenez salarié et vous bénéficiez dans ce cadre-là de toute la protection du statut de salarié. Donc, cotisation chômage, vous cotisez à l'assurance, vous cotisez au Pôle emploi, vous êtes à la prévoyance, vous cotisez à la retraite des salariés, vous êtes à la sécurité sociale du régime général, enfin voilà, vraiment, vous bénéficiez du statut de salarié. Et dans ce cadre-là, vous allez signer avec la société de portage soit un CDD, soit un CDI. Donc, moi, j'aime bien le CDI. 95% de nos salariés portés même en formation sont en CDI. Pourquoi? Parce que, en fait, un CDI contrat cadre, puisque 90% sont en contrat cadre, vous avez 4 mois plus 4 mois de période d'essai. Si jamais vous souhaitez quitter la société de portage salarial, la société met fin à votre contrat en fin de période d'essai durant ces 8 mois, donc c'est assez souple. Le CDD, en fait, c'est vraiment en fonction du souhait de chacun et en fonction de la situation de chacun. Par exemple, s'il vous reste quelques heures pour obtenir vos droits au Pôle emploi, on va vous faire un CDD sur cette période-là, vous inscrivez au Pôle emploi et après vous pouvez revenir chez nous. Voilà. Donc, et en portage salarial, vous pouvez faire le cumul emploi chômage aussi. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est une relation tripartite qui est assez simple. Donc, vous prospectez et c'est tout. Vous faites votre mission, etc. La société de portage signe la convention avec votre client, signe un contrat de travail avec vous. La société de portage facture vos clients et transforme les honoraires en salaire pour vous. Voilà, donc c'est assez simple. Un retraité peut être en portage salarial, bien entendu. On peut faire le cumul emploi-retraite. En fait, il faut voir le portage salarial vraiment comme un statut de salarié classique. D'accord ? Alors, en fait, en CDI ou en CDD, le salaire va varier en fonction du chiffre d'affaires. Donc, il y a un minimum conventionnel qui est fixé par la convention collective, qui est à peu près de 14,6 € brut de l'heure. Et ensuite, ce que la société de portage va faire, c'est qu'elle va rajouter des primes pour que la somme plus les cotisations correspondent au chiffre d'affaires réalisé. Voilà. Le CDD est possible pour ce qui est lié à la formation. Le CDD est possible pour toutes les activités de formation. Et si vous avez d'autres activités, vous pouvez utiliser une autre société de portage salarial qui ne soit pas organisme de formation. Donc, typiquement, nous, on a une société qui s'appelle Priam Portage. C'est notre société principale. Et donc voilà, vous pouvez utiliser Priam Portage. Je vous donne le lien. Puis vous allez me voir en vidéo sur cette page-là également. Donc voilà, donc le portage salarial, c'est une activité qui est légale, encadrée, réglementée, et on en parle aussi beaucoup actuellement parce qu'il y a eu un rapport qui a été remis au Premier ministre il y a quelques jours par rapport aux plateformes du numérique et l'utilisation et le portage salarial serait une solution pour accompagner les travailleurs indépendants. Donc c'est une activité qui existe depuis une vingtaine d'années. En 2008, elle est inscrite dans le Code du travail. En 2012, il y a eu la création du PEPS, qui est le syndicat patronal du portage salarial. En 2015, il y a eu plusieurs ordonnances et décrets d'application qui encadrent ce mode d'organisation. Et en 2017, on a notre propre convention collective et donc on est une branche reconnue à part entière. Voilà. Et en 2020, avec la crise de la Covid
que nous subissons, le portage salarial est éligible au chômage partiel. Donc, et nous, on a pu accompagner en fait nos formateurs indépendants, nos consultants indépendants qui sont en portage salarial chez nous, quand ils ont eu des missions qui ont été annulées, qui ont été reportées à cause de la crise sanitaire, on a pu mettre en place le chômage partiel. Et c'est vraiment, je trouve, une vraie avancée dans la reconnaissance en fait de ce statut-là. Et puis pour les travailleurs indépendants, c'était vraiment une protection nécessaire, surtout dans cette période actuelle. Donc, quels sont les avantages pour le formateur? Pas de création d'entreprise. Les obligations fiscales et administratives sont prises en charge par la société de portage salarial. On gère pour vous les factures, on suit les règlements. D'accord. Vous respectez la réglementation de la formation professionnelle, c'est-à-dire que vous utilisez notre numéro d'agrément, enfin notre numéro de déclaration d'activité. On est datadocké. On a tous les documents légaux, convention de formation, contrat de formation, règlement intérieur, etc. Donc, vous utilisez tous nos documents. On réalise nous-mêmes notre propre bilan pédagogique et financier, donc vous n'avez pas cette partie à faire. Et puis, on va obtenir on est en train de préparer la certification Calliope. Donc, dès qu'on l'aura, voilà. Donc, vous serez protégé sur cette partie-là. Et également, Prium Formation est exonéré de TVA puisqu'on a fait la demande, on a fait le nécessaire auprès des impôts. Quels avantages pour le formateur? Vous n'avez pas d'engagement patrimoine personnel pour exercer votre activité puisque vous êtes salarié. Vous avez un salaire versé indépendamment des règlements de vos clients. Donc, ça, c'est un vrai avantage par rapport à l'indépendant pur. Si vous êtes indépendant, vous allez percevoir votre rémunération qu'au bout de 30 jours, 45 jours, 60 jours. Enfin, ça va dépendre de vos clients. En portage salarial, si vous déclarez une activité, moi, je suis obligée de vous verser un salaire, même si le client ne m'a pas payé. Voilà. Vous êtes couvert avec la RC Pro de la société, on en parlait tout à l'heure, mais comme vous êtes salarié, vous êtes couvert par toutes les assurances de la société. Vous bénéficiez de l'assurance chômage, vous pouvez faire le cumul chômage et salaire. Pourquoi? Parce que comme vous êtes en portage salarial, vous êtes en CDI à temps partiel ou CDD à temps partiel. Donc, je peux très bien faire une fiche de paye à zéro parce que vous n'avez pas travaillé. Dans ce cas-là, si vous êtes au Pôle emploi, vous allez dire au Pôle emploi, ce mois-ci, j'ai perçu 0, 30 jours du Pôle emploi. Si je vous donne une activité, vous allez déclarer si vous avez une activité et que je vous fais un bulletin de salaire, vous allez déclarer le brut que vous avez perçu chez nous, vous allez déclarer au Pôle emploi, et le Pôle emploi va compléter. Et si le Pôle emploi complète, le nombre de jours qu'on vous a donné, ça va décaler d'autant vos fins de droits et vous allez recréer de nouveaux droits avec nous. Voilà, donc vous pouvez faire le cumul assurance chômage. Vous cotisez au régime de la retraite des salariés également. Vous bénéficiez d'un contrat de travail à faire valoir pour un logement ou un prêt bancaire. C'est quand même beaucoup plus serein lorsque vous avez besoin de prendre un logement, parce que si vous créez votre société, vous devez montrer 3 bilans d'activité. En portage salarial, vous devez montrer les 3 derniers bulletins de salaire. Ok. Donc, quel autre avantage? Alors, un avantage essentiel, si vos formations sont certifiées, peuvent être éligibles au CPF, nous, comme on est enregistré au EDOF, etc., on peut du coup mettre vos formations pour qu'elles soient accessibles et visibles. Donc ça, on a eu plusieurs salariés portés qui ont leur formation été éligible au CPF. On a mis sur les plateformes et ça a boosté leur chiffre d'affaires. Ça a multiplié par 2 ou par 3 leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Sur notre site web, on a un catalogue de formations. Donc si vous venez, on travaille ensemble. On va mettre en ligne vos formations, on va faire de la pub, etc. Tout ça, ce sont des services gratuits qu'on propose d'accompagnement pour nos salariés portés. Vous déléguez tous les aspects pour vous concentrer sur votre valeur ajoutée, votre métier, et puis vous bénéficiez du réseau de nos salariés portés. On rembourse les frais professionnels. Vous avez
accès au plan d'épargne à partir de 2021, au PE Perco, on va le mettre en place pour 2021. Les chèques cadeaux, il y a eu un plafond des chèques cadeaux de 384 €, je crois, de mémoire, qui a été augmenté à 384 €. Le CESU, il y a un comité d'entreprise. On peut facturer des clients internationaux, on peut facturer des clients particuliers, on peut gérer des sous-traitants. Donc, imaginons que vous avez des formations que vous voulez sous-traiter à des amis, eh ben, ils peuvent nous facturer. Il faut vraiment nous voir comme une structure externalisée pour vous. Voilà. Il n'y a pas de clause de non-concurrence. Les clients avec qui vous travaillez, ce sont vos clients. Si vous souhaitez partir de chez nous pour créer votre société, créer votre organisme de formation, faites-le et vous partez avec tous vos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% du chiffre d'affaires hors taxe, c'est du net, d'accord? Le reste, ce sont les cotisations salariales et les cotisations patronales. Et ensuite, nos frais de gestion. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avec Priam Formation, comme c'est un organisme de formation qui ne facture pas la TVA, donc qui est exonéré de TVA, on est obligé de payer une taxe sur les salaires. Ce qui fait que c'est pas 50% du chiffre d'affaires hors taxe, mais c'est plutôt 45% du chiffre d'affaires en taxe en net. D'accord? Du chiffre d'affaires en taxe en net. Plutôt 45 au lieu de 50% à cause de la taxe des salaires. Mais en même temps, on facture pas la TVA. Donc, pour vos clients, si vous avez des clients particuliers, c'est plus avantageux, je pense, pour vous, au final. Le cumul chômage et portage salarial, donc j'en parlais tout à l'heure, mais je vous laisserai le lire tranquillement puisque on arrive à la fin du webinaire. Et quels sont les avantages pour les clients et les organismes de formation? Donc, vous pouvez avoir des OF qui soient vos clients. Donc, il y a une vraie sécurité juridique. Donc, c'est encadré par le Code du travail. Le portage salarial permet en fait à vos clients de se protéger contre le délit de prêt de main-d'œuvre illicite et le délit de marchandage. Ça, c'est extrêmement important. Imaginons que vous êtes en entreprise individuelle, vous êtes en micro, vous travaillez avec une seule société. Voilà, vous pouvez potentiellement, les indépendants peuvent potentiellement se retourner contre leurs clients en disant, ma seule activité est chez toi et du jour au lendemain, j'ai plus d'activité, donc pour moi, c'est du salariat déguisé. Le portage salarial protège en fait les sociétés contre ce risque-là. La maîtrise des coûts, les clients ne payent uniquement que les honoraires négociés avec le formateur, donc pas plus. Les frais de gestion, en fait, c'est au niveau du formateur que la société de portage prélève. Le respect de la réglementation, donc le client va signer avec une société de portage qui est organisme de formation, qui est data docké, qui a un numéro d'agrément, donc voilà, tout est respecté. Et puis la simplicité, la mise en place se fait très rapidement, sur 24 heures, que ce soit pour vous ou pour votre client. Donc, juste un petit rappel pour les différents statuts. Donc, vous avez l'auto-entreprise ou l'entreprise individuelle, la société unipersonnelle ou le portage salarial. Donc là, vous avez les avantages et les inconvénients de ces différents statuts. Voilà, voici nos engagements. On répond sous 24 heures. On n'a pas de frais cachés. On est totalement transparent. Vous avez accès à un extranet pour suivre toute votre activité, les factures, les contrats, les règlements des clients. On s'engage à verser le salaire avant le 5 du mois et de verser un salaire indépendamment des règlements des clients. Et puis voici les coordonnées en fait de la société. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions. Beaucoup se posent la question sur la création d'une société, création d'un OF. Si vous souhaitez créer un OF, faites-le. Si vous avez des questions, contactez-moi sur LinkedIn ou sur la boîte mail, sur ma boîte mail. Donc LinkedIn, hélène.diep, LinkedIn, vous allez me trouver. Ou sinon sur hélène.diep@prium-crew.com ou hélène.diep@prium-formation.com. Voilà, ou Priam Portage, enfin bref, beaucoup n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir des simulations, contactez-nous, on vous enverra des simulations. Et donc j'espère que ce webinaire vous a plu et qui vous a éclairé. Et puis voilà,
dans toute cette réglementation, sachez que le portage salarial, c'est souple et libre. Donc, si vous souhaitez démarrer, vous avez une formation à faire dès demain, le portage salarial, c'est nickel. Et puis ensuite, vous créez votre société. Enfin, voilà. Et puis, si vous souhaitez être accompagné pour la création de votre structure, on a aussi des partenaires, des contacts, et je vous mettrai en relation avec tous ces partenaires avec grand, grand plaisir. Je suis désolée, ça fait déjà 55 minutes, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions, mais j'ai vu que certains d'entre vous, certaines personnes sont des experts de la formation professionnelle et j'ai vu des réponses extrêmement pertinentes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, on fera des simulations, je répondrai à vos questions. Et je suis assez réactive sur LinkedIn, donc c'est pour ça que j'insiste. LinkedIn, c'est bien. Voilà, et vous pouvez me mettre en relation et puis chatter avec moi, et je répondrai avec grand, grand plaisir. D'accord? Et oui, pas d'obligation de diplôme pour devenir formateur indépendant. Ben, merci beaucoup pour vos retours pour cette formation. Merci beaucoup.